Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. J'ai aimé jusqu'à atteindre la folie, ce que certains appellent la folie. Mais pour moi, c'est la seule façon d'aimer. François Sagan. Bienvenue dans ce loft que l'on vous propose les dimanches après-midi sur Sud Radio de 16h à 17h. Une émission qui vous permet de découvrir des artistes, d'en retrouver certains et puis d'assister, d'écouter, d'être avec nous pour des échanges, des partages autour de cette passion commune qui anime nos invités. C'est le cas évidemment ce dimanche après-midi avec quelqu'un que vous connaissez à travers surtout son titre, Souvenir des années 80, qui a forcément rythmé vos nuits, vos journées, ou en tout cas que vous avez encore en tête aujourd'hui. Ces jours derniers, j'ai cru remarquer vos yeux sur moi, parfois se posent, et d'espérer, je ne puis m'empêcher. Il s'appelle Arnold Turboost et il nous fait le plaisir d'être là. Salut Arnold. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on est dans une relecture de ce titre finalement aujourd'hui, en remix. Exactement. Plusieurs remixes. C'est-à-dire que c'est la première fois en fait que ce titre est remixé. Il n'avait jamais été remixé parce que pour la bonne raison qu'on ne retrouvait pas les bandes. Ouais. Ah, je les ai cherchées un peu partout dans divers studios, et puis en fait tout simplement elles étaient stockées par Universal, mais ils ne savaient plus où. Et j'ai un petit peu insisté, ils les ont trouvées, mais j'ai quand même, je m'en suis pas beaucoup occupé, mais les dernières années quand même un petit peu, et là ils ont fait l'effort et c'est pour ça qu'ils sont arrivés. Ça m'a été vraiment pour moi de retrouver toutes ces bandes. Ouais, c'est ça. Et puis une séquence nostalgie aussi. On revient, on replonge dans ces années-là. Donc tu vas nous parler. On va évoquer la rencontre avec Étienne Dao, évidemment, la scène rennoise, et même François Sagan qu'on va évoquer avec toi tout à l'heure. Et puis également avec nous, alors un journaliste qui est passionné de musique. On en parlait tout à l'heure en présentant cette émission. Voilà, les gens ici, on sent en commun cette passion qui les fait vibrer pour la musique notamment, et puis pour ces icônes. Du pop rock, du rock, notamment ce bouquin chez Hors Collection qui en atteste. Il s'appelle Ersin Lebovic, il est journaliste à France Info et puis il nous présente Prince Experience dans la tête du génie. Bonjour Ersin Lebovic. Bonjour Yvan. Merci d'être là. Merci à toi. On rigolait des noms parce que ton nom fait partie des noms de journalistes que moi personnellement j'ai toujours entendu, en tout cas que j'ai retenu vraiment. On finit par retenir, oui, peut-être. Exactement, parce que on met une image et j'étais loin de savoir que tu étais un passionné de musique. Alors comment on te définit dans ton rapport à la musique? On dit un passionné de musique. Oui. Tu es croyant et pratiquant en musique ou... Ah oui, un peu tout, oui. Croyant, pratiquant, sympathisant. Oui, absolument. Tu es musicien depuis donc. Toujours. Tu es musicien aussi. Hein. Oui, amateur. Oui, bien sûr, au sens noble du terme. Mais surtout, j'adore écouter des œuvres comme celle de Prince, les Beatles, des gens qui vraiment nous emmènent ailleurs et peuvent être qualifiés de génie et d'explorer ce travail pour essayer de comprendre comment ça se passe, tout simplement. C'est ça. Et puis comprendre ces trajectoires qui sont toujours très singulières quand on parle de génie comme Prince et qui met en avant cette enquête que tu as réalisée. Hein. On est aux éditions Hors Collection pour aller sur les traces de Prince qui finalement est auréolé comme ça d'un certain mystère dans cette vie avec qu'il a entretenu très largement. Et puis le paradoxe évidemment comme tout un chacun. C'est une enquête, je dirais assez psychologique dans la tête du génie, c'est-à-dire quels sont les processus qui peuvent amener un être humain normal, finalement, comme toi et moi, à accomplir autant, en l'occurrence autant de musique, une telle productivité, une telle créativité, une telle qualité. Quiconque l'a vu sur scène dira que c'est forcément l'un des artistes les plus impressionnants qu'on ait pu voir. Showman, instrumentiste, c'est ça. Sans même parler de ses compositions et de ses idées qui sont sur ses disques, qu'on écoute encore aujourd'hui et peut-être de plus en plus. Oui, certainement. Arnold, tu as des souvenirs avec Prince, parce que c'est une époque aussi que tu as beaucoup aimé et que tu aimes toujours. Ah oui, j'ai découvert Prince, ce que je disais tout à l'heure, avec Controversy. Voilà, donc c'était dans les années 82. Ouais, c'est ça, voilà.
J'ai un souvenir, en fait, j'étais dans un studio à Londres, je me souviens plus comment s'appelait ce studio, et Prince venait tous les soirs, après ses concerts à Wembley, quand même, oui, enregistré. T'as joué où, toi? Non, un petit truc là à Wembley? Non, moi j'étais pas à Wembley, moi j'étais dans le studio, juste, voilà. et donc un jour, ça a commencé à fuiter, ouais, Prince est là, donc ok. Donc avec le pote avec qui je bossais, on s'est dit, on va y aller et tout, on va aller le voir, c'était le studio juste à côté de nous, quoi. Ah ouais. Donc on est arrivé à pas de velours, on l'a vu, on s'est dit, on va peut-être aller saluer, enfin, on était un brin culotté. Puis à ce moment-là, il y a 2 personnes qui sont arrivées, un brin costaud quand même, je dirais, qui nous ont dit non. Hey guy, no way. C'est Prince. Go out. Mais c'est révélateur qu'après ses concerts à Wembley, il n'allait pas à l'hôtel se reposer, il retournait en studio. Donc c'est quelqu'un qui a vécu entièrement en studio ou sur scène. Mais il le faisait à Paris aussi, d'ailleurs, tu en parles partout, de l'après-concert à Paris. Chez lui, je sais plus où, là. Ouais, absolument, mais il a même, j'allais dire, contribué à populariser la notion du home studio, c'est-à-dire du studio à la maison. Oui, c'est ça. Lui, l'endroit où il vit, l'endroit où il travaille se confondent en fait, et ça commence dès le début. C'est à mon avis lié beaucoup à son enfance. L'abandon, le rejet par son père, sa mère, etc. Et très vite, en fait, la musique devient son monde entier. Arnold, toi aussi, quand on parle de le Prince, en tout cas, il y a cet appétit du studio chez toi, j'allais dire même plus que de la scène, parce que la scène a été très peu présente dans ton parcours, Arnold Turboust. Il est jamais trop tard pour bien faire, certes. Mais ça te manque? Non, mais c'est vrai, non. Enfin, oui. Disons que j'aime bien, j'aime bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait de la musique pour faire du studio. Franchement, c'est ça que j'adore, c'est ce qui me plaît. Ouais. C'est là où on trouve les couleurs, les rythmes, c'est là où on peut tout changer, c'est là où, d'un seul coup, un rien que tu as fait dans ta chambre ou comme ça en passant au piano, tu te dis, ah ouais, c'est pas mal ce truc, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est... Utiliser le studio comme un instrument. Ouais, c'est ça, c'est utiliser le studio. Des fois, un effet change tout dans ta perception. Enfin, surtout dans ces époques, je parle des années 80, 90. Maintenant, si tu veux, je prends mon téléphone et je fais un enregistrement complet, quoi, s'il le faut. Non, mais c'est vrai, j'exagère à peine. Oui, et tu le vends directement, tu le mets sur les plateformes. Ça arrive directement. Je commence le matin, j'ai fini le soir. Du producteur au consommateur immédiat, c'est ça. Alors, on va parler de ce remix avec Plaisir de France. C'est le DJ qui a fait ce remix d'Adélaïde, sorti le 5 juillet 2024, pour un titre initialement sorti en quelle année, Adélaïde? Bonne question. Je crois 86. 86, il me semble aussi. Retour sur cette revisite, en tout cas ce remix d'Adélaïde avec Arnold Turboust et Plaisir de France sur Sud Radio. Adélaïde, vous êtes belle, mes yeux sont fixés sur la mouche. Adélaïde qui m'ensorcelle, mouche si près de la bouche. De temps en temps je vous observe, quand votre singe vous promenez. Votre mouchoir je désespère, un jour le voir tomber. Cher ami, vous n'y pensez pas, tout ce que vous me dites là. Je n'y crois pas. Tout ça que je ferai pour vous, Adélaïde. Pour vous, Adélaïde. Ces jours derniers, j'ai cru remarquer vos yeux sur moi, parfois se posent. Et d'espérer, je ne puis m'empêcher. Vous parler enfin, je l'ose. Mademoiselle Adélaïde, de vous épris, oui je le suis. Je voudrais vous servir de guide tout au long de ma vie. Cher ami, vous vous méprenez, vous allez m'indisposer. Vous allez m'agacer. Accepteriez-vous de danser avec moi ce soir quelques menées?
Le remix d'Adélaïde par Plaisir de France avec Arnold Turboost sur Adélaïde. Donc ça date de 86 et c'est remixé. C'est sorti le 5 juillet dernier sur cette EP avec différentes versions de remix. On en reparle juste après ça. Nous sommes également avec Ersin Lebovic pour parler de Prince dans ce Loft Music sur Sud Radio. Ne bougez pas. Adélaïde, vous êtes belle. Mes yeux sont fixés sur la mouche. Adélaïde qui m'ensorcelle. Mouche si près de la bouche. De temps en temps je vous observe. Quand votre singe vous promenez. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft qui reçoit Arnold Turboost pour Adélaïde. C'est la version remixée que vous avez entendue il y a quelques secondes et qu'on réécoute maintenant. Et puis Ersin Lebovic pour parler de son ouvrage sur Prince aux éditions Hors Collection. Merci d'être avec nous. Arnold, on remarque dans cette mélodie qu'elle a l'ambitus, en tout cas l'amplitude de la mélodie est un peu plus resserrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les notes de l'original en fait. Elle est un peu plus lissée, on dirait. Sur cette version, il y en a une autre où c'est beaucoup plus proche de l'original. Ouais. C'est un peu plus, je dirais, groovy. Et celle-ci, c'est l'utilisation aussi un peu du vocodeur. Oui, d'accord. Et donc on fait un vocodeur avec une constante note, si tu veux, et d'un seul coup, on a l'impression que je fais pas les mêmes notes. Ah, mais voilà, en fait, ce sont les mêmes notes. C'est Zabou, la voix féminine. Oui, Zabou Bretman. Ça, j'en souviens bien. Absolument, j'allais le dire. Ouais. Mais Zabou, d'ailleurs, je crois qu'il préférait largement l'autre version à celle-ci. Moi, j'aime bien. Ça pose aussi, ça fait réfléchir sur la puissance d'une chanson, son succès par rapport à la composition et puis après à l'arrangement évidemment. C'est-à-dire que c'est un mélange subtil entre les idées d'arrangeur, de production et la mélodie au départ, quoi. Une chanson. Et le texte. Et le texte, bien sûr. Et le texte. Et c'est vrai que cette chanson, c'est vraiment l'exemple. Moi, en fait, au début, c'était vraiment, j'avais fait juste un menuet. Enfin, je veux dire, c'était avec clavecin, violoncelle, tout ça. Et j'avais été voir les maisons de disques. Et c'est comme ça, avec ça, que je me suis fait signer. Et en revanche, je me suis un peu perdu en chemin. C'est ce que je trouvais, en tout cas. Je le dis franchement, et j'ai fait quelque chose de beaucoup plus, je dirais, des années 80. Oui, c'est ça, pour coller à ton temps. Mais ça, c'est parce que je me suis laissé prendre. C'est la pop de l'époque. Oui, c'est la pop de l'époque. C'est très princier d'ailleurs. Ouais, synthétique, etc. Ouais, c'est ça. Dans les années 80, c'est ça, absolument. Mais au début, elle était pour toi cette chanson ou tu l'avais écrite pour d'autres? Non, j'avais écrit pour d'autres. J'avais aucune envie particulière de chanter. Je me trouvais très bien tel que j'étais à écrire pour d'autres. Franchement, puis il y avait des chanteurs qui étaient formidables. Il n'y avait pas que. Et voilà. Puis cette chanson, personne n'en voulait. Mon éditeur, je venais juste de signer, m'avait offert un synthé, pas gracieusement, et faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est un ami, je peux le dire. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fabriques avec ce synthé? Et donc je lui ai fait entendre quelques trucs. Il m'a dit, c'est pas terrible, petit truc et tout. Moi je lui ai fait entendre des trucs que j'aimais bien, puis d'un seul coup je lui ai fait entendre ça. Eh ben, il me dit, voilà. Eh ben voilà, très bien. Et j'ai dit, mais il faut trouver quelqu'un, personne n'en veut cette chanson. Mais c'est toi qui vas chanter. C'est souvent le cas. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé devant le micro. Je veux dire, j'avais chanté bien évidemment avant, mais pas, tu vois, je pensais pas du tout me porter plus en avant. C'est ça, et puis cette chanson fonctionne, et puis évidemment ça change la trajectoire, ça change la vie, ça change ta vie en fait. Oui, ça a changé beaucoup de choses, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis pris au jeu, quoi. C'est vrai, ça a changé, tu vois. Donc je me suis dit, pourquoi tu chanterais pas? Et je chante comme je peux, je chante comme je parle. Je ne cherche pas à faire d'artifice comme voilà. Alors qu'au départ, tu te diriges plutôt vers une école de commerce et que la trajectoire change subitement, en fait. C'est-à-dire. Mais en fait, c'est subitement. C'est-à-dire que j'ai même eu l'impression que la musique est venue me chercher. C'est-à-dire que j'avais un ami avec qui je jouais au lycée tous les midis, qui jouait de la batterie, qui m'appelle. Moi, j'étais en école de commerce où je m'embêtais à faire des maths en prépa. Détesté. Faut dire les choses telles qu'elles. Et qui me dit, voilà, on a signé, on a un groupe et on cherche quelqu'un pour faire du piano. Et en fait, j'ai pensé à toi, il faut que tu viennes. J'ai eu super peur. J'y étais quand même. J'ai fait des essais. Bon, comme c'était des gens de mon âge et tout, ça s'est super bien passé. Le groupe, c'était Marquis de Sade. Et l'intro, c'était tout l'intro au piano. Conrad Veidt, ils m'ont dit, il faudrait que tu nous trouves une intro pour cette chanson. Et donc, voilà, j'ai fait une intro qui dure 1 minute. Et puis... d'un seul coup, un mois après, je m'entendais à la radio avec ça. Oui, alors, absolument incroyable. C'est pas celui-là, titre, mais Marquis de Sade, c'était ça, par exemple. Ouais, ça. On est dans le son. Je joue là-dessus, d'ailleurs, j'ai fait des synthés là-dessus. On est dans le son de l'époque, Marquis de Sade. C'était un super groupe.
Ouais, c'était un super groupe qui t'a conduit d'ailleurs de ta Normandie natale à Rennes, Marquis de Sade. J'étais plutôt Cotentin, c'était juste à côté. Oui, c'est juste à côté. Ouais. En tout cas, voilà, c'est la scène rennoise de l'époque, voilà, qui est incarnée par Marquis de Sade, et puis qui ensuite, dans le parcours, te permet de rencontrer le fameux Étienne Dao, pour qui tu signes ceci. Audace indécence exigée. Blocus pour qui souhaite s'immiscer. Et Paul Tatou, là on est en 86 aussi, c'est le fameux pop Satori de Dao, voilà, où il y a vraiment tout d'un coup cette explosion là aussi encore Ouais, c'est un super souvenir parce qu'en fait on part en Angleterre et je trouve là-bas avec Étienne, nous trouvons là-bas des musiciens et des partenaires absolument incroyables, enfin je veux dire qui nous apprennent une autre façon de faire de la musique, enfin exactement, qui répondent aussi à nos désirs, quoi. Parce que en France, je veux dire, voilà, j'avais beaucoup de mal, moi, je suis un peu timide à me faire comprendre, à dire que je voulais pas pas slap par exemple, ou que ce son de Kessler je le détestais. Ouais. C'était difficile de le dire auprès de. Et donc en Angleterre, d'un seul coup, il y a une équation avec ces personnes qu'on rencontre. C'est pareil non plus, c'est William Orbit, c'est des gens comme ça. Oui, bien sûr. Et donc on fait tout cet album et donc ces chansons. C'est ça. Paul Tatou, c'est ça. Super album. Ah oui, un album de référence dans la pop française. Ah oui, c'est clair. Super album. Ouais, c'est clair. Il y a 6 albums solo d'Arnold Turbus dans ta carrière. C'est peu, c'est très peu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours. Comme je te l'ai dit au début, je me revendiquais comme chanteur d'occasion. C'est-à-dire à l'occasion d'occasion. C'est parce que j'avais toujours un peu peur, quoi, tu vois. Et je pense que vraiment, quand tu veux devenir un chanteur célèbre, mais peur de quoi ? J'ai peur de mon nom, probablement aussi, quoi, tu vois. J'étais pas sûr de moi, je l'ai jamais été. D'ailleurs, je ne suis toujours pas. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Et c'est déjà beaucoup. Il faut les écrire, ces chansons. Il faut trouver des arrangements. Il faut trouver une nouvelle thématique. Il faut, voilà, quoi. On dirait Francis Cabrel qui parle. Mais 4 ans parce que c'est long. Faut trouver, faut y aller. C'est vrai. C'est vrai, non, mais c'est une récurrence. En fait, je pense que il y a des génies. Mais je pense que... Cabrel en est un d'ailleurs. Ouais, mais je pense qu'aussi, ce qui fait aussi peut-être une différence, c'est la régularité de faire de la musique, tu vois, de chercher, de se prendre, pas prendre la tête, de se faire plaisir, quoi, d'aller au plus loin de son exigence. Ersin Lebovic, voilà un exemple on arrive tout droit à Prince. Sur Prince, d'exigence totale de volonté de contrôle et d'aller au bout, tout le temps. Et de ne faire que ça tout le temps. Et de ne pas se répéter aussi. De pas se répéter, mais ça découle, je pense, d'une éthique de travail. C'est un concept aussi, de vouloir faire des choses complètement différentes. Oui, c'est peut-être, c'est comme ça que je le vois. Il faut pouvoir y arriver et l'assumer. Pour en avoir discuté avec l'ingénieur du son de Prince, Susan Rogers, qui a bossé avec lui pendant vraiment toute la grande période. En fait, elle explique qu'il y a trois choses qui permettent d'en arriver là. D'après elle, c'est ce type de musicien. Il y a des idées, déjà qui sont géniales parce que ça mouline en permanence. C'est quelqu'un qui il sort du studio, il dit je vais me coucher, puis dans l'escalier, il a une idée et il dit on y retourne. Et l'ingénieur qui elle est épuisée parce qu'elle est là depuis 12 heures, 15 heures, 24 heures. Il y a vraiment fresh tape, il y a une nouvelle bande et on recommence et on continue et on s'arrête jamais. Donc les idées, ensuite la capacité technique de vraiment les exécuter très très rapidement. Et Prince, c'était un instrumentiste, aussi un producteur, arrangeur, etc. Donc ça allait très très vite. Et la capacité aussi de terminer les choses, et de passer à autre chose. Et lui, il produisait, il terminait jamais une journée. S'il commençait une chanson, il fallait la terminer. Il s'arrêtait pas tant qu'elle n'était pas terminée. Il laissait jamais un morceau au lendemain. Et dès que c'était fini, il en commençait un autre et un autre et un autre. Ce qui fait que chaque fois qu'il sort un album, celui d'après est déjà prêt. Déjà terminé. C'est une vraie passion, ça. Cette 2 albums déjà. Cette construction de chansons, il y a un côté très ludique aussi dans ça, dans la façon de construire une chanson, de voir ce résultat d'empiler. Voilà, les sons, les rythmes, etc. Il y a quelque chose de très enfantin aussi dans l'approche, non ? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est... je sais pas. Moi, j'ai toujours... La musique... Prince, c'est incroyable parce qu'en fait, ce sont des couleurs, mais c'est aussi des rythmiques, ce sont aussi des formes.
Moi, j'ai toujours vu la musique moi, c'est les couleurs. D'accord. Effectivement, il y a quelque chose d'assez enfantin. Mais je suis quand même admiratif dans ce que dit Hercine, parce qu'en fait, des chansons, il commençait une chanson le matin, il fallait qu'elle soit finie le soir, avec le texte, tout ça. Si tous les jours sont comme enregistrés, etc. C'est incroyable, quoi. Il y a un côté obsessionnel aussi là-dedans. Oui, on est à la limite d'une folie. Là, très clairement. Et d'ailleurs, sa vie le reflète. Oui, c'est ce qui ressort dans le bouquin. Son rapport aux autres, son rapport aux musiciens, son rapport à son entourage, tout le fonctionnement de sa vie, en fait. Il y a des gens qui pouvaient pas supporter ça. D'ailleurs, il a épuisé tous ces ingénieurs du son, tous ces musiciens, tous ces groupes petit à petit. C'est-à-dire, les gens ne pouvaient travailler avec lui que quelques années. Parce que après c'était trop, il pouvait plus le supporter. En réalité. Il y avait quelle recherche finalement, quelle quête derrière tout ça? Parce qu'à la fin du bouquin, il y a un chapitre où tu dis que à un moment donné, il est apaisé parce qu'il a l'impression d'avoir atteint son objectif et il se consacre à toute autre chose, au business d'ailleurs, ou je sais pas autre chose. Non, il reste dans la musique. Il avait sur scène, le souci de son corps à la fin, c'est-à-dire qu'il se sentait apaisé par rapport à l'objectif musical peut-être, et puis il est passé à d'autres préoccupations. En fait, ce qu'on a découvert à sa mort, c'est-à-dire sa mort en 2016, qui a vraiment surpris tout le monde, puisque Prince et Arnold Turboust me contredira pas, c'était l'homme le plus clean du show business. C'était quelqu'un qui ne buvait pas, qui ne se droguait pas, qui ne fumait pas, il supportait même pas une tasse de café dans ses loges, dit-on. Et puis un beau jour, on nous dit il est mort. À 57 ans, mais alors qu'il était sur scène quelques jours avant, d'une overdose d'opioïdes, de fentanyl, qui fait en ce moment 100 000 morts par an aux États-Unis. Et voilà, donc on est tous tombés de notre chaise, mais y compris les fans les plus acharnés qui le suivaient jour par jour. Donc il y a une espèce de face cachée, et on s'aperçoit maintenant, puisque les langues se délient quand même depuis sa mort. Il faisait signer à l'époque des contrats de confidentialité à tout le monde, donc personne ne disait jamais rien, et lui-même ne parlait que très très peu. Probablement que cette addiction aux tranquillisants, aux antidouleurs, etc. avait commencé un peu plus tôt, parce que, à force de faire le grand écart en talonnette sur scène pendant des années et des années, il a eu des problèmes de hanches, etc., des douleurs, donc il a traité comme ça. Et puis ensuite, quand arrive sur le marché, mais même clandestin, un produit comme le fentanyl, mauvaise rencontre, mauvais moment, et il a succombé à ça. Mais dans la dernière partie de sa vie, il est surtout reconnu comme le musicien des musiciens, c'est-à-dire il est sur scène tout le temps. Il a compris bien avant tout le monde que le disque en réalité est un objet du passé, et que c'est plus là que ça se passe. Il a fait des albums merveilleux. À un moment donné, lui considère mais c'est sûr, on peut considérer les choses comme ça. Je pense que là actuellement, effectivement, je pense que personne ne va me contredire. C'est effectivement la scène qui fonctionne. C'est aussi l'apogée de tous les artistes, en tout cas voilà. Et que quelque part, justement, la création sur disque, sur support, a vraiment beaucoup baissé. Il y a beaucoup de personnes qui font de la création juste pour pouvoir faire de la scène. Auparavant, tu as raison, c'était exactement l'inverse. D'accord. Mais moi, parfois, je prie le soir, mais pas que le soir, qu'on redevienne au schéma inverse, mais pas complètement, on y reviendra, parce que la scène est aussi une création, mais je trouve que créer sur support, c'est quand même formidable. Tu disais tout à l'heure le circuit court. Aujourd'hui, on peut enregistrer un disque sur son ordinateur, le mettre en ligne, etc. Ça, c'était un peu le rêve de Prince, et il l'a fait, j'allais dire, avant tout le monde, là aussi, sur l'internet, etc. Il a été précurseur, mais c'était avec des ratés au passage. Non, mais c'était un type prodigieux. C'est vrai que voilà, moi je me souviens aussi quand il a sorti cet album, donc je disais c'est Around the Day in a Around the World in a Day. Voilà, juste après Purple Rain. Juste, je vous interromps, on fait une petite pause et vous m'en reparlez de tout ça juste après, sur cette anecdote d'Arnold. Le livre de Hercine Lebovitch aux éditions hors collection parle de Prince, précisément Experience, dans la tête du génie, et nous parlons avec Arnold du nouvel EP Adélaïde, remixé par Plaisir de France avec Zabou Breitman. On revient juste après ça, ne bougez pas. Turn you on, turn
Soft Music Sud Radio, Yvan Cugius. L'un des tubes mondiaux. Oh là là. Emblématique, l'hymne du patron Prince Experience, dans la tête du génie. C'est signé Ersin Lebovic, journaliste de son état et passionné de musique, qui chez Hors Collection revient sur cette carrière extraordinaire de Prince, et puis quelque peu mystérieuse, ou en tout cas fascinante. On en reparle avec toi, Ersin, et puis nous sommes également en compagnie d'Arnold Turboust pour son nouvel EP Adélaïde. Souvenez-vous d'Adélaïde, c'était en 86. Et bien l'EP de remix avec Plaisir de France est sorti le 5 juillet dernier. Il comporte ce duo avec Zabou Bretman qu'on a écouté tout à l'heure. Et j'annonçais tout à l'heure je lisais une citation de Françoise Sagan, mais c'était rigolo parce que justement il y a eu un lien avec Françoise Sagan, Arnold Turboust, parce qu'elle a écrit quelque chose de superbe sur toi, et ça m'a interpellé. Tu es déjà venu, je l'avais pas remarqué. Je cite: il y a chez Arnold Turboust quelque chose de la fluidité de traîner, du détachement de Gainsbourg, une sorte d'indulgence tendre pour autrui, exigeante pour lui-même, un humour sans cynisme et une diversité musicale des plus plaisantes. Françoise Sagan. Non, mais il a voulu me faire plaisir, assurément. Écoute, non, mais j'ai eu la chance de la rencontrer. La légende Sagan. Oui, non, mais c'est sûr, j'ai eu la chance de la rencontrer et de passer une après-midi avec elle, fort agréable, où elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup toutes mes chansons, y compris celles que j'avais écrites aussi pour Étienne, et celles que j'écrivais. D'ailleurs, elle m'a dit, je ne comprends pas très bien. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que Françoise, parfois, on avait du mal un peu à la comprendre aussi, que les choses telles qu'elles étaient. Et elle m'a dit, mais je ne comprends pas très bien d'ailleurs pourquoi toutes ces mélodies, vous ne les gardez pas pour vous, Arnold. Oui. J'ai dit, parce que ça se passe très bien, je travaille avec une personne avec qui je m'entends très bien, et puis voilà. Donc elle me dit, mais je ne comprends pas. Et elle me dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous être agréable? Je dis, vous pouvez, par exemple, me faire une note, voilà, parce que je sortais un album aussi, à ce moment-là, qui s'appelait Mes Amis et moi, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs Mes Amis et moi. Mais pour moi, c'est une rencontre extrêmement importante, parce qu'en fait, elle m'a conforté dans de me dire, oui, après tout, vas-y, sois chanteur, écris tes textes, vas-y, n'aie pas peur à être ce que tu es, et puis ne pas chercher à être ce que tu n'es pas. Bien sûr, j'entends bien. Cette époque, on parle d'Étienne Dao, Marquis de Sade, etc., elle a quand même été très marquante dans l'histoire de la musique française, de la pop française, et puis elle reste toujours quand même. C'est-à-dire que Étienne Dao, en tout cas, a traversé les époques, est toujours présent, est toujours ce chanteur, cet artiste emblématique qui a toujours un public. Ouais. C'est comment tu l'expliques, toi, qui a vécu ses débuts et qui a vécu travailler avec lui beaucoup? Je pense que c'est une exigence artistique et que les personnes qui viennent le voir s'y retrouvent. Et puis en fait, la dernière tournée d'Étienne est aussi une tournée où il a repris un peu ses succès, enfin voilà, pas mal de chansons que j'ai écrites aussi avec lui. Bien sûr. Et les gens sont tellement heureux d'être là. Et puis quand même, le spectacle était vraiment formidable, je peux le dire, parce que j'ai vu show lumière, tout. Enfin franchement, c'était un bon moment. Je crois qu'il a jamais fait une tournée aussi belle que celle-ci, même celle où j'étais là. Et puis la force des chansons, Ersin Lebovic, finalement, la seule loi, c'est la force des chansons. Chez Prince, il y a tout le reste, il n'y a pas que les chansons, il n'y a pas que les titres. Mais est-ce que cette force des chansons est quand même fondamentale? Oui, je dirais que c'est la base. La longévité. Je dirais que c'est la base, c'est-à-dire dans la pop, si on parle de musique pop, c'est-à-dire qui va parler à tout le monde, et ça a toujours été l'objectif de Prince. On entendait Purple Rain tout à l'heure, mais dès le départ, en fait, il est évidemment totalement conscient de son talent d'instrumentiste, de compositeur, et comment ne pas l'être quand tout son entourage est bouche bée dès qu'il se met au piano, ou qu'il prend une guitare, ou qu'il chante, etc. Mais il ne veut pas être catégorisé, il veut faire ce qu'on appelle le crossover, c'est-à-dire conquérir tous les publics, noirs, blancs, etc. Donc, au début, il est classé comme un artiste R&B aux États-Unis. C'est une catégorie qui est très très prégnante, une musique noire. Mais lui, dès son premier album, dit à son label je signe avec vous si vous ne me catégorisez pas. Il dit don't make me black. Ne faites pas de moi un artiste noir. Donc, il vise le crossover et il l'atteint avec Purple Rain. Et juste après, et même avant d'avoir vraiment complètement exploiter, j'allais dire, le phénomène, puisque les maisons de disques veulent toujours aller jusqu'au bout, là. Lui, il se lasse avant,
Et il interrompt quasiment la tournée et il sort l'album dont parlait Arnold Turbus, justement. Around the World in a Day. Avant d'écouter un extrait que tu as choisi, mon cher Ersin, je reviens sur l'anecdote justement dont tu avais commencé à raconter. En fait, j'ai découvert cet album-là quand il sortait aux États-Unis. Et j'étais resté dans Purple Rain, tout ça, et d'un seul coup j'entends ça, je me dis waouh, c'est trop bien, c'est top, ouais. Exactement ce que je voulais entendre moi à l'époque. Ça doit dater de 85, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et je me souviens, en plus de ça, l'album sort. Et les pochettes des singles étaient des pochettes, si tu veux, un peu façon Pulse. Enfin, pas façon Pulse, Pulse. Façon Pulse, c'était les tontons flingueurs. Et d'ailleurs, j'avais acheté Pop Life, et puis il y en avait une autre que j'avais acheté aussi. J'avais adoré, franchement, c'est l'album. C'est un super album, mais qui est sorti, il a intentionnellement sorti très discrètement. Il l'a enregistré pendant la tournée Purple Rain. Ouais. Avec à l'époque donc The Revolution, qui était un groupe qui vraiment participait à l'écriture. C'est le moment où il était le plus en collaboration. Ensuite, c'est quand même beaucoup isolé de tout ça. Il a beaucoup travaillé tout seul dès le départ. Mais à ce moment-là, il collabore vraiment avec ses musiciens. Et dès que la tournée Purple Rain s'arrête, l'album sort. C'est-à-dire, il est déjà prêt et il fait exprès de le sortir discrètement, de pas faire un Purple Rain 2. Voilà, ce qu'aurait attendu son label. Bien sûr. Il le fait intentionnellement pour quelque part désarçonner son public, mais suivre son instinct artistique. Arnold Turbus, tu parlais tout à l'heure du fait que voilà, le travail sur disque, sur support est plus compliqué aujourd'hui, et c'est à diminuer vraiment, la production en tout cas. Ça veut dire que toi qui es impliqué aussi dans les droits d'auteur à la SACEM, justement, c'est plus compliqué aujourd'hui pour quelqu'un qui fait pas de scène, mais dont le métier est très respectable, et celui d'auteur, de compositeur, de manger, de vivre alors. C'est vrai, parce qu'en fait, en plus, tout a changé. C'est-à-dire qu'à une époque, tu vendais quand même des disques, beaucoup, enfin, tu vois, des CD, du support, quoi. Maintenant, c'est le stream, quoi. Le stream, tu gagnes quand même beaucoup moins d'argent. C'est plus du saupoudrage. Il faut en faire beaucoup. Beaucoup, oui. Si tu en fais beaucoup, tu gagneras de l'argent. Mais c'est beaucoup de saupoudrage, c'est-à-dire en fait, et puis tu sais, je crois aussi, ça c'est connu, il y a de plus en plus de production, justement grâce à la facilité de toutes ces home studios. Tu vois, même je te dis, c'est quand je te dis ton téléphone, tu prends ton téléphone, tu achètes un logiciel et tu t'arranges, à la fin de la journée, tu as sorti et tu es devenu producteur. Oui, j'entends. Ouais, tu vois, donc tout ça fait que c'est compliqué. Oui. Mais on peut pas aller non plus contre. Non, bien sûr, l'évolution de son puis temps. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle, tu vois. Tu appuies sur un bouton, tu mets quelques dollars, quelques coins, tu vois, et ça te sort 10 titres, et toi ils sont à toi, tu comprends ce que je veux dire, t'as fini quoi. La messe est dite. Parfois tu dis pas mieux. Ça fait peur. Comment réagissent les gens, les sociétaires, enfin les gens du conseil d'administration de la SACEM? Vous vous réunissez souvent. Quelle est la position de la SACEM par rapport à tout ça? Il y a un travail qui est fait par rapport à cette angoisse de l'intelligence artificielle. Il y a une réflexion vraiment, une urgence même peut-être. Je pense qu'il y a une urgence. Je pense qu'il y a une réflexion, ça c'est certain. Il y a une urgence, et je pense que la seule chose, enfin une des seules choses qui puisse être légiférée dans le bon sens. Mais ce qui est déjà en train d'être fait, en tout cas au niveau européen, c'est par rapport aux États-Unis, la France est quand même plus en avance, c'est ce que je sais. D'accord. Mais je pense que c'est ça la vraie solution, parce que de toute façon, c'est parti dans tous les sens, et c'est parti tellement vite, et déjà tellement de choses ont été... parce qu'en fait, quelque part, l'intelligence artificielle, pour créer, se sert de ce qui est déjà, et après malaxe, remalaxe, et refait des nouveautés. Y compris les choses pas bonnes, elle malaxe aussi. Parfois, c'est des choses pas bonnes, je veux dire, tu pars d'une chose mauvaise et en fait, t'arrives à quelque chose de superbe. Oui, c'est vrai. Ersin, tu penses que Prince aurait adoré cette époque, justement, avec cette intelligence artificielle? Comment tu penses, en transposant les choses, qu'il aurait pu se comporter? C'est difficile à dire, mais je pense qu'il a un peu contribué à la créer quelque part, parce que sur les revenus des artistes, par exemple, c'est le premier, il a décidé de faire un procès à la Warner, quand même, pour récupérer ses bandes. Je me souviens, mais il a changé de nom, d'ailleurs, c'était assez drôle. Il est entré en conflit avec son label pour retrouver la propriété de sa musique, puisqu'il s'est dit qu'en réalité, ces chansons étaient ses enfants et qu'il n'y avait aucune raison qu'elles soient la propriété de quelqu'un d'autre. Et il s'est lancé dans un combat, mais qui a duré une éternité, qui lui a coûté cher, mais qui lui a permis, au final, de retrouver la propriété de ses bandes. Il a réussi. Il s'appelle Ersin Lebovic, vous venez de l'entendre, il vient de finir cette phrase magnifique. Livre Prince Experience dans la tête du génie chez Hors Collection, et nous sommes également en compagnie d'Arnold Turbus pour ce nouvel EP Adélaïde, sorti en juillet dernier, qui remixe avec Plaisir de France ce titre incontournable des années 80 en duo avec Zabou. On revient juste après ça sur Sud Radio. Ne bougez pas.
Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Un loft, c'est original, ça me rappelle quelque chose. Un loft qui reçoit Arnold Turbous pour Adélaïde, le remix, le nouvel EP par Plaisir de France avec Zabou Breitman et Ersin Lebovic pour ce bouquin sur Prince aux éditions hors collection. On va se pencher justement sur quelques extraits que tu as choisis, mon cher Ersin Lebovic, quand même, avec quelques explications. Écoutons. Par exemple, ceci, I'm Yours, Prince. Etc. Très rock progressif en fait ce titre. Oui, alors ça c'est son premier album. Ouais. Donc là il a même pas 20 ans. Toutes les portes. Si je peux me permettre, il a écouté Michael Field. Il a écouté Michael Field, il a écouté Eddie Van Halen, il a écouté tout ce qui précède en réalité. Il joue tous les instruments là sur tout l'album. Et son premier disque, c'est vraiment, j'allais dire, en mode démo, quoi. C'est-à-dire, il veut rien rater, mais il veut tout faire lui-même. Hein. Il a quand même, quand il signe, il a 18 ans. Warner veut lui imposer un producteur parce qu'on n'a quand même pas confiance forcément. Il refuse, il dit non, si c'est ça, je ne signe pas. Donc il exige de produire lui-même son album. On lui colle quand même quelqu'un pour le surveiller, qui rend fou. Et finalement, c'est lui qui fait tout. Et donc là, tout est extrêmement léché. Et à la fin de ce morceau, il y a toute une partie de solo de guitare, solo de basse, solo de batterie, où il fait un peu ses démonstrations, quoi, pour montrer qui il est. Donc c'est déjà prodigieux, quoi, dès ce moment-là. Comment la musique, on parlait de tout à l'heure avec Arnaud du fait que la musique est arrivée à lui, voilà, de façon assez incontestable et puissante. Chez Prince, ça se passe comment ? Prince, il baigne dedans. C'est-à-dire le Prince Rogers Trio, c'est le groupe de son père. Ah voilà, il y a un héritage familial. John Nelson, oui, absolument, qui est pianiste. Sa mère est chanteuse dans le groupe de son père. C'est un très mauvais couple, etc. Et lui, il a eu une enfance très triste, en fait. Oui, parce qu'on puise des raisons dans ce parcours, en tout cas, évidemment, comme souvent, dans l'enfance et dans certainement la petite enfance. Je pense que c'est vraiment, vraiment très, très important chez quelqu'un comme Prince. Donc, son père s'en va à un moment donné. Alors, Prince dit que à partir de ce moment-là, il a gardé le piano de son père et c'est là qu'il a commencé à vraiment travailler et à ne faire que ça en réalité. Et ensuite, il vit là-dedans tout le temps. Donc dès le départ, c'est présent et ensuite il développe ça. Il y a Ersin Lebovic, cet extrait que tu as choisi également. Ouais, ça c'est le fameux son Minneapolis Sound et le son des années 80 en réalité à partir de Dirty Mind. Il opère une synthèse entre le funk. Le funk de base, j'allais dire, le rhythm and blues, etc. et les synthés, les instruments du moment qu'Arnold Turbous a également utilisé. Ça je connais, j'aime beaucoup. Voilà, la Lindrum notamment, cette boîte à rythme qui a été la première boîte à rythme vraiment efficace, j'allais dire. Et tout de suite, il s'en empare. Et il en fait autre chose et le son apparaît à ce moment-là. Chez les grands comme Prince, il y a quand même une façon comme ça de digérer une époque et puis de s'inscrire aussi dans une transmission, dans un héritage. D'ailleurs, tu cites James Brown. Parce que on peut faire que les comparer à un moment donné parce qu'il y a une racine commune et il y a un héritage justement chez James Brown. Et Prince raconte que quand il était enfant, son père l'a emmené à un concert de James Brown et qu'il a passé tout le concert à regarder ses pieds, les pieds du danseur prodigieux qui était James Brown, quoi. Et à se dire je veux aller sur scène. Enfin, il avait cette attirance là, quoi. Quels étaient les gens, toi, qui t'ont comment dirais-je, influencé, parce qu'on est toujours dans cette transmission et dans cet héritage, on le disait avec Ersin. Toi, à l'époque de Marquis de Sade et de tes premières chansons, qu'est-ce qui t'inspire? Qui t'inspire? Tu vois, toutes les années 70, c'est vrai, j'ai découvert Bowie, par exemple, dans les années 70. Je l'ai découvert avec Young American. Moi, j'adorais ça, tu vois, Young American, Low, Heroes. Et à cette époque-là, je commence vraiment beaucoup à m'intéresser à Brian Eno, qui est une de mes idoles, en fait. Tu vois, donc parce que à cette époque-là, je commence à écouter aussi beaucoup Talking Heads, justement parce qu'il y a Brian Eno. D'accord. C'est un peu ma porte d'entrée, en fait. Les expérimentateurs. Oui, c'est ça. Voilà, des gens qui changent, qui amènent des choses différentes, qui recherchent toujours la différence. Voilà, comme Prince l'était aussi, et d'album en album, on voit l'évolution du type qui reste pas en place, qui cherche toujours quelque chose. C'est ça. Cherche toujours quelque chose. Autre extrait choisi par Ersin Lebovic. Ah oui.
le tube. Dont tu parles évidemment. Oui, très expérimental. Ça, c'est vraiment un exemple parfait. When Doves Cry, donc sur Purple Rain, qui est, j'allais dire, la chanson qui résume le film, quoi. C'est vraiment la chanson où il raconte toute l'histoire de cet enfant, etc. Bon, les parents qui se disputent et tout. Et en fait, quand il l'enregistre, il est tout seul en studio. Donc il y a la ligne drum. Et au dernier moment de finaliser son mix, il enlève la basse. Et il n'y a pas de basse sur le morceau. Et à ce moment-là, faire un morceau pop qui est censé passer en radio sans basse, c'est très très bizarre. Mais pourtant, il le fait quand même. Il l'impose à la maison de disques et ça devient un de ses plus grands tubes. Plus il expérimente et plus il a du succès. Différence. C'est ça. Donc il tente des trucs. Il l'a fait aussi sur Kiss. Sur Kiss, il n'y a pas de basse non plus. C'est assez rare dans la basse. Donc c'est très minimal et en même temps très riche. Point de vue mélodique, harmonique, enfin le texte, tout colle. Mais il y a toujours de l'expérimentation comme dans son travail. Comme dans les grands, comme chez Police, comme chez les Beatles, comme chez les grands qui ont imposé des choses. On parle j'allais dire des aînés ou des contemporains. Et quand on parle de Prince, on parle de Michael Jackson aussi. Il y a quand même une rivalité éternelle qui est présente. Qui est due à quoi en fait? Comment toi qui as enquêté, ces choses-là. C'était vrai ou c'était marketé ça? C'est un peu des trucs de manager, quoi. J'allais dire, c'est comme les Beatles et les Stones. Il faut créer à un moment donné quelque chose. Il y a l'ange blanc et l'ange noir. Voilà, c'est ça. Elle existait en vrai, tu crois ou pas? Non, enfin ils se sont rencontrés plusieurs fois. Il n'était pas dans le même état d'esprit, mais c'est même pas le même genre de musicien. C'est-à-dire, voilà. Mais pour autant, les deux sont extrêmement puissants, même dans leur création. Michael Jackson a composé aussi des morceaux incroyables. Il a proposé un duo à Prince à un moment donné sur l'album Bad, et on raconte que Prince, en lisant les paroles de Bad, la première ligne c'est Your Bud is mine, il a dit non, je chante pas ça. Oui, c'est la légende. Et il a dit je chante pas ça. Et puis il le battait au ping-pong aussi très régulièrement. Parce que Prince était extrêmement compétitif. Il était tout petit, il faisait 1m55, 6, 7 je crois. D'où les talonnettes. C'était un super basketteur par exemple. Et au ping-pong, il était très très fort. Et dès que quelqu'un venait le voir, et tout, il disait viens, on fait un ping-pong et tout pour le massacrer en 2 minutes. Il y avait un côté très dur. Tu parlais de James Brown. Pareil, avec ses musiciens, il était impitoyable. Les techniciens, il n'y avait pas le temps de câbler un truc. Il était là, bon alors c'est prêt. Les gens ne tenaient pas. Du coup, le fait d'avoir enquêté comme ça sur cette carrière, sur ce parcours, a changé quelque chose dans ta vision de Prince? Une fois que tu as eu fini cette enquête, tu as été ou peut-être déçu ou conforté dans le génie qu'il était, incontestable de toute façon. Dans le génie, oui. J'ai surtout, je pense après, commencé à toucher du doigt l'humain, c'est-à-dire ce mec qui était sans doute très très seul. Ouais, c'est ça, très fragile, très protégé, paradoxal comme tout un chacun. Très fragile et surtout la solitude. Je dirais. La souffrance aussi. Oui, je pense. Et la recherche de contrôle est liée à ça. C'est-à-dire que le syndrome de l'abandon, dès qu'il sent que quelque chose ou que quelqu'un va le lâcher, il s'en va le premier. Donc il est tout le temps en mouvement aussi pour cette raison-là. Merci d'être passé nous voir, Ersin Lebovic. Je rappelle Yvan. ce Prince Experience dans la tête du génie aux éditions hors collection. Allez vous plonger dans cette enquête réalisée brillamment par Ersin Lebovic, lui-même passionné et donc passionnant. Journaliste à France Info. Merci Ersin d'être passé nous voir. Également avec nous Arnold Turbous. Mon Arnold, on n'a pas eu le temps d'évoquer les chansons que tu avais choisies. Tu m'avais choisi par exemple en chanson sous-estimée selon toi, Patrick Juvet, Faut pas rêver. C'est l'artiste qui est vraiment sous-estimé. Je parle pas des trucs disco, bien que c'est ça, mais genre Faut pas rêver par exemple, c'est une chanson qui est géniale. Oui, je suis assez d'accord. Totalement. Super compositeur qui est décédé presque dans l'anonymat le plus total. C'est pour ça que je parle de ça en fait. Tu as bien fait de passer nous voir aussi Arnold. Le P, le tien, qui est sorti le 5 juillet dernier avec cette version originale du tube incontournable des années 80, Adélaïde, est sorti le 5 juillet, donc je l'ai dit, avec 3 remixes par Plaisir de France. Et il y a ce duo avec Zabou Breitman. Merci mon Arnold. Merci Yvan. Et bon travail à la SACEM. Merci. Merci à toute l'équipe, merci à Marie qui était à la réalisation et Enzo Ramos à la préparation de cette émission. Bonne semaine sur vous, on se retrouve le week-end prochain. Même heure, même endroit, le Loft Music sur Sud Radio. Salut.